Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de cette saison 2. Salut Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, déjà, le 3e épisode, ça va vite. Oui, on est déjà en novembre. Je pense que mon cerveau est comme resté pris dans le passé, puis il y a un peu de panique là, qui se passe en ce moment. Effectivement, les semaines vont très, très vite et effectivement, le mois de novembre, c'est un gros mois pour moi. C'est un très gros mois pour moi. Fait que quand ça arrive, c'est toujours un peu c'est déjà là, il me semble que je ne suis pas prête mentalement pour notre fameux NaNoWriMo que j'ai parlé la semaine dernière là, dans l'épisode 2, justement. Ouais. Là, ça fait 5 jours que c'est commencé. J'ai déjà sauté 2 journées d'écriture, donc ça part en force. Non, ça ne part pas en force du tout. Mais mon objectif pour cette année n'était pas nécessairement de réussir le défi entièrement. Donc, c'est vraiment plus de terminer mon manuscrit. Fait que ça va bien. Là. J'ai 3000 mots d'avancée. Ça faisait des mois que je n'avais pas touché. Là. Ça faisait des mois que je n'avais pas écrit. Donc, je suis vraiment contente là, de me remettre dans cette histoire-là. Puis de dire, hey, je vais la finir bientôt. Puis ça va pouvoir voir le jour, ce livre-là. Là, c'est excitant. Je suis vraiment contente. Ça ressemble à ça, moi, ma semaine ces temps-ci. Toi, ça ressemble à quoi cette semaine? Ben moi, je dois confesser que j'ai jamais participé au NaNoWriMo. Je sais c'est quoi, là, ça fait longtemps que je sais c'est quoi, mais on dirait que ça n'a jamais coordonné dans mon horaire. J'ai déjà écrit pendant la majorité du mois de novembre, mais on dirait que je suis tout le temps en fin de projet, en milieu de projet, en moitié. Donc, c'est ça. Moi, je suis sur ma 2e semaine de révision pour le tome 2 de la série de la Chronique des joyaux. Donc, mon lecteur alpha l'a lu une première fois, m'a fait ses commentaires. J'ai été obligée de réécrire la fin. Oh! J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, mais en fait, j'ai pas eu à réécrire autant qu'à reséquencer mes scènes. Donc, il y avait quelque chose qui marchait pas au niveau des filaments de l'histoire qui devaient mieux se rattacher. Donc, mais ça a été, il y avait énormément de résistance. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai trouvé ça super difficile. Mais là, c'est fait. Donc là, je suis vraiment plus dans une relecture, une révision pour m'assurer donc que j'ai bien décrit mes personnages, tu sais, dans un ordre chronologique, logique, que justement, il n'y a pas d'incohérence. Puis la prochaine étape, ça va être d'envoyer ça à mes bêta-lectrices. Donc, ça sent la fin. La fin. C'est sûr qu'eux vont sûrement avoir d'autres choses à me dire, là, mais ça sent le projet complété. Là, donc, c'est le fun, puis c'est excitant. Oui, vraiment. Oui, on est dans des belles semaines niveau créatif, avancement de développement. Là, c'est toujours motivant. C'est toujours super enrichissant. Oui. Et cette semaine, l'entrevue qu'on a, c'est avec Adé Martel, qui est une auteure indépendante belge, donc, et qui a vraiment un très beau parcours et qui a vraiment une belle énergie. Donc, on vous présente ça. Bonjour, Adé Martel, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va super bien ici. C'est l'automne, c'est gris, mais on a encore des températures assez chaudes, alors on en profite. Ah, t'as bien raison. Ici aussi, il fait pas très chaud. Mais non, en fait, ici, non, ça va pas du tout. Il fait pas très chaud et il pleut. Donc, je n'en profite pas. Ou plutôt, j'en profite pour être avec toi aujourd'hui. Oui. Dans quelle partie du monde tu nous parles? Je suis en Belgique, donc vraiment tout au nord de la France. Super. Puis, est-ce que tu es née en Belgique? Tu as passé toute ta vie là-bas ou tu as voyagé un peu? Non, je suis née en France. Okay. Et puis après, j'ai déménagé en Belgique. Ah, génial. Donc, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais te présenter rapidement ton parcours en tant qu'auteur? Ben oui, merci beaucoup de me donner la parole.
Alors voilà, mon nom de plume, c'est Adé Martel. Donc, c'est pas mon vrai nom, c'est le nom de ma grand-mère que j'ai emprunté pour lui rendre honneur. Et donc, je suis autrice auto-éditée, ce qui signifie que je publie tout moi-même. Donc, j'écris, j'envoie mes textes à des correcteurs, j'engage des illustrateurs et puis je fais moi-même la communication. Et tout ça, surtout dans les genres de l'imaginaire, donc fantasy, science-fiction, et également de temps à autre, des petites comédies romantiques. Oui, ben ça a été ton dernier succès d'ailleurs. Félicitations. Tu as Merci. monté en flèche dans les palmarès pour te retrouver au numéro 1 de la boutique Amazon.fr. Oui, tout à fait, avec Je vais buter mon boss, qui a vraiment eu un beau succès. Il y a, l'air de rien, ça fait déjà un an, je crois. Hein. Oui, C'était... Oui, oui, oui. ça l'était passé dans le fond. Oui, 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 qu'est-ce que ça passe vite. Mais c'est vrai que les comédies romantiques, c'est une manière pour moi de souffler parce que voilà, j'aborde des choses très dures et parfois très, bah oui, très violentes dans la fantaisie parce que voilà, j'ai envie de fournir de l'émotion et beaucoup de questionnements au lecteur et parfois rigoler un petit peu, ça fait du bien. Oui, c'est un bon exutoire. Donc, tu Exactement. as combien de livres à ton actif en ce moment? Là, je pense que j'ai publié mon 10e livre. Donc, là-dessus, tu as la série du Faucon qui est une fantaisie épique qui compte Oui. 6 tomes, c'est ça? 5? 5 tomes, oui. Puis là, tu lances ton intégrale, là, vraiment une édition spéciale embossée, donc avec des illustrations spéciales. C'est vraiment génial. Merci. Puis, donc les romances, la fantaisie épique. Et quel autre genre? Est-ce que tu as exploré d'autres genres? Oui, donc avec Les Larmes de Sahel, j'étais plutôt dans la dystopie, à la limite de la fantaisie, mais on était plutôt fantaisie science-fiction du côté oriental. Avec Revival, là, on est vraiment dans de l'anticipation et de la fantaisie SF. Et voilà, sinon, comédie romantique classique ou de Noël. Mais sinon, ça reste fort dans l'imaginaire et ces petites comédies. Puis, tu as commencé à écrire très jeune ou ça t'est venu plus tard? Oh non, j'ai commencé très jeune, déjà en primaire. D'ailleurs, j'ai gardé mes petits romans. C'est très rigolo de les relire avec toutes les fautes de français qu'il y a dedans. Et j'ai continué pendant l'adolescence. Et puis après, on m'a dit de me concentrer sur les études. Et j'ai écouté ce qu'on m'a dit. J'ai fait de longues études. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que mon travail ne me plaisait pas. Et que si je mourais demain, ben, je serais pas heureuse de ce que j'ai accompli. Et j'ai voulu revenir justement à mes amours d'enfance. Et c'est pour ça que j'ai plaqué mon job et que je me suis lancée comme indépendant à temps plein pour écrire. Est-ce que tu avais déjà publié des livres ou est-ce que tu as été vraiment là, le saut de l'ange dans le vide? Non, c'était le saut de l'ange dans le vide. Wow, génial. Puis comment ça Merci. s'est passé pour toi, ces débuts-là? J'étais très stressée. Euh, je ne savais absolument pas si ça allait fonctionner. C'est pour te dire, quand j'ai décidé de me lancer comme auteur, j'avais même pas de compte Facebook ni Instagram. Je n'y allais pas du tout. Donc, j'ai tout découvert d'un seul coup. Je me suis connectée et quelques mois après, j'ai publié le tome 1 des Larmes de Sahel qui a eu son beau petit succès alors que personne ne me connaissait à ce moment-là. Et je me suis accrochée, je me suis donné un an pour réussir à tirer des revenus. Et au bout d'un an, ben, c'était super parce que voilà, j'arrivais à un petit SMIC par mois. C'est donc vraiment le revenu minimum. Et là, je me suis dit, bah non, il faut que je continue. Ça fonctionne, je ne dois pas abandonner. Et voilà, le pari était accompli. Donc, j'ai poursuivi dans ce sens. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'avoir fait ce choix. Et c'était il y a combien de temps? Donc, tu as débuté à publier en 2019 ou avant ça? En quelle année? Les Larmes de Sahel a été publié fin octobre 2019. OK, donc, parce que ça, je me rappelle, on s'est rencontrés à l'automne 2020. Oui. Puis, parce que Adé est dans le groupe des Plumes de l'Imaginaire avec moi et 15 autres autrices. Puis, je pense qu'à ce moment-là, tu sortais le tome 2 des Larmes de Sahel, c'est ça? Oui, il est sorti pendant l'été, oui. OK. Donc c'est ça, tu célèbres ta troisième année, là. Deuxième année, troisième année? Comme Euh, Ah! Deuxième deuxième année. année. Deuxième année.
C'est vraiment génial. Fait que, donc, c'est ça, tu as réussi à tenir une cadence de publication. Puis donc, j'imagine que là-dedans, il y a une cadence d'écriture. Donc, Oui. ça serait quoi ta routine d'écriture en ce moment? Alors en ce moment, avec la publication de l'intégrale et tout, j'ai pas trop le temps d'écrire. J'ai beaucoup de projets qui m'empêchent un petit peu d'être régulière, mais sinon, de manière générale, je passe ma matinée à écrire et je m'impose un minimum de 3000 mots. Généralement, quand c'est un début de roman, j'ai un peu de mal, tu vois, c'est vraiment difficile. Et quand j'arrive vers la fin, des fois, je suis à 5000, 6000. C'est Voilà, certains auteurs ont du mal à finir. Moi, au contraire, dès que j'arrive à la fin, je suis super motivée et j'écris. Mais voilà, je m'impose les 3000, à part le week-end, parce que vie de famille oblige, parfois c'est un petit peu compliqué. Et alors, je passe l'après-midi à programmer mes posts, à faire les newsletters et généralement les soirées à répondre aux mails. Voilà à peu près mon organisation de la journée. C'est vraiment, donc c'est vraiment une activité à temps plein, là, à Oui, l'année longue, tes semaines ressemblent à peu près à ça. oui, oui. Oui, oui. Et les week-ends, j'écris et j'essaye de rattraper un peu le retard. Mais OK. comme j'ai un petit garçon de 5 ans, je fais mon Ah. possible vraiment pour passer le plus de temps possible avec lui. Donc, entre le plan, quand tu commences à planifier un projet, puis le moment où il va être finalisé, il se passe à peu près combien de temps? Donc, entre le projet et la publication. Hmm, ça, ça dépend. Je dirais que au plus vite, pour écrire un roman, pour qu'il soit prêt, il me faudrait 3 mois, 3, 4 mois. Mais alors, j'aime bien, par exemple, quand il y a un roman qui vient d'être publié, d'avoir fini le roman précédent. Comme ça, je peux déjà, tu vois, il y a tout qui se met bien, je peux l'envoyer au bêta lecteur et tout ça. Et comme ça, il y a encore 3 mois où il passe en bêta lecture, en correction, on travaille sur la couverture, etc. Et en même temps, je réécris un nouveau pendant ce temps-là. OK, donc tu n'es pas à la publication une par une. T'as une petite avance sur ton calendrier de production et en avance sur ton calendrier de publication. J'essaie, mais bon, là, comme j'ai eu un déménagement surprise, je suis en retard. Donc, je Ah. n'ai pas de manuscrit prêt, mais je bosse. Ben avec l'édition spéciale qui sort, c'est quand même, tu sais, c'est suffisant pour créer de la nouveauté, je pense, puis intéresser les lecteurs malgré l'absence de nouveaux contenus. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça joue bien, oui. Puis dans ton écriture, pour toi, qu'est-ce que tu vas y chercher? Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il y a des thèmes que tu essaies de véhiculer à travers tes écrits? Oui, ben, en fait, il y a 2 choses qui sont méga importantes pour moi à chaque fois que j'écris. Déjà, c'est dans chaque roman, j'essaie de faire passer des messages. Par exemple, tu vois, dans Les larmes de Sahel, je voulais que les gens s'interrogent sur leur manière de consommer les ressources naturelles, leur relation à l'autre. Je présente 2 sociétés différentes, matriarcales et patriarcales. Et voilà, il y a plein de questionnements aussi sur le droit de la femme à disposer de son propre corps, d'avoir ou non des enfants, et que chacun doit avoir vraiment faire son propre choix. Et en même temps, c'est très important pour moi de véhiculer de l'émotion, tu vois, de donner de l'espoir aussi, ben, vraiment de faire passer par plein de sentiments différents et que cette lecture, en fait, provoque une expérience pour chaque personne. Et tu as choisi l'auto-édition comme moyen de mettre ces livres-là dans les mains des lecteurs. Est-ce que tu as essayé l'édition traditionnelle avant ou ça a vraiment été un choix qui est comme inévitable pour toi? Tu allais vers l'auto-édition, c'était ça Alors, la bonne voie. j'ai beaucoup hésité. Parce que en fait, d'abord, j'ai baigné dans l'édition traditionnelle parce que j'allais dans les salons, tu vois, en tant que lectrice, je rencontrais les gens, j'avais des amis auteurs, je connaissais déjà quelques éditeurs parce que j'avais participé à des appels à texte pour des nouvelles. Mais j'hésitais énormément parce que mon but, c'était vraiment de passer mes journées à écrire. Et je savais qu'avec un contrat traditionnel en maison d'édition, où tu as 10% quand tu as un bon contrat, bah, ça allait être difficile. Même si je vendais beaucoup d'exemplaires, il aurait fallu vraiment beaucoup de publier.
Et puis, j'ai rencontré Jupiter Phaeton et j'ai vu sa success story. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Parce que si ça fonctionne, alors peut-être que j'arriverai à réaliser mon rêve et à écrire tous les jours et aussi à être plus en contact avec le lecteur parce que rien n'y fait quand tu as une maison d'édition entre le lecteur et toi, tu n'as pas exactement le même contact. Et elle m'a beaucoup encouragée en fait à franchir le pas. Et je l'ai écoutée. Donc en fait, Les Larmes de Sahel n'a été envoyé à aucun éditeur. Je l'ai tout de suite lancé en auto-édition. Et voilà, je me suis dit, advienne que pourra, je me lance, on verra bien. Oui, pour ceux qui la connaissent pas, Jupiter Phaéton, c'est une auteure indépendante française et qui donc est partout dans des palmarès Amazon au niveau de la fantasy, que ce soit épique, urbaine, romance paranormale. Donc, elle est vraiment partout, je pense, avec près une trentaine de titres publiés. Et Tout à donc, fait. on mettra le lien dans les notes de l'épisode parce qu'elle a aussi beaucoup de ressources. Donc, à l'époque où on s'est lancé, toi et moi, je pense que c'était juste des articles de blog, mais au jour d'aujourd'hui, je Oui, pense qu'elle a carrément une académie là, pour oui, aider les auteurs qui veulent se lancer. elle a plein de formations disponibles et elles sont très intéressantes d'ailleurs. Puis donc, pour toi, donc l'avantage de l'auto-édition, c'était plus de revenus pour vraiment avoir un contrôle sur ton horaire. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a des inconvénients, des regrets ou pour toi, il y a vraiment, tu regardes pas derrière, tu continues? Euh, Donc oui, il y a pas, en fait, il y a pas mal d'avantages justement par rapport au fait que comme on gagne plus sur chaque livre, il y a moyen d'avoir un revenu, ce qui est beaucoup plus difficile avec un contrat d'éditeur. Et dans les autres avantages, il y a que tu peux gérer ton temps toi-même et tu peux aussi prendre tes propres décisions, comme sur la couverture du roman que tu publies. Parce que dans les maisons d'édition, c'est l'éditeur qui a le dernier mot. Et je connais énormément d'auteurs qui n'osent même pas en salon sortir leur livre parce qu'ils détestent leur couverture. Donc c'est des choses vraiment très importante pour moi d'avoir la main sur tout ça. Mais oui, il y a des inconvénients. Par exemple, vu que c'est toi qui gères la relation avec les autres professionnels, donc correcteur et illustrateur, des fois, tu as des déconvenus. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des illustrateurs qui me laissent tomber en plein milieu d'un travail. Donc, par exemple, l'intégrale, tu vois, j'ai dû changer d'illustrateur en cours de route et j'ai pris du retard. Donc, voilà, tout ça, c'est ta responsabilité. Et si ça ne fonctionne pas, ben, tu dois rebondir. Tu dois aussi gérer tout le stress que ça implique. Parce que si tu ne publies pas, si tu n'écris pas, ben, les revenus ne vont pas venir derrière. Et chaque publication aussi est une nouvelle surprise. Donc, tu n'as pas, comme quand tu es employé quelque part, une sûreté par rapport aux revenus. À chaque fois, ça va être la surprise. Donc, c'est des situations de stress qu'il faut savoir gérer. Et pareil, je ne travaille pas 8 heures par jour, je travaille parfois 12 heures, des fois des week-ends entiers. Donc, c'est pas facile de gérer la vie de famille non plus en même temps. Et il faut inventer des nouvelles façons de faire et se renouveler en famille. Donc voilà, il y a aussi des inconvénients. Donc, est-ce que tu te vois écrire encore pour plusieurs années à venir? Est-ce que tu penses que ça va être vraiment cette carrière-là que tu vas avoir jusqu'à la fin? Ou est-ce que c'est un projet temporaire ou comment tu vois les choses à long terme? Alors, pour moi, c'était mon rêve. Donc, pour le moment, je me vois pas m'arrêter, mais je ne vois que des perspectives, en fait, là-dedans. J'ai pas spécialement envie de me lancer dans les formations et tout, parce que je vois beaucoup d'auteurs qui vont vers ça. Mais en fait, j'aimerais pourquoi pas essayer des genres littéraires différents, tu vois. À chaque fois, c'est des nouvelles découvertes. Pourquoi pas un thriller ou quelque chose comme ça. Et, euh, et alors, il y a pas que ça, il y a plein de choses à découvrir. Donc là, cette année, je suis rentrée sur la piste des audiobooks. Donc Audible m'a acheté plusieurs séries. Donc on a Les Larmes de Sahel et Le Secret du Faucon qui vont être intégralement en audiobook. Mais pourquoi pas, je croise les doigts, je ne sais pas du tout, mais à réussir à trouver quelqu'un au cinéma ou en série pour adapter à ce moment-là. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est rester dans les histoires, mais tout est possible. Pourquoi pas écrire des scénarios de théâtre aussi, participer à des créations de jeux vidéo. Il y a tellement de possibilités et moi, rien qu'à y penser, ça me remplit de joie parce que je me dis que j'en suis qu'au début en fait. Il y a
tellement, tellement de possibilités et il ne faut pas se donner de limites, il faut y croire et se lancer. Oui, parce qu'on a l'avantage d'avoir tous les droits sur notre propriété intellectuelle. Donc, comme tu disais, différents médiums comme Audible ou d'aller vers le cinéma ou encore les traductions, donc anglais, italien, etc. C'est vraiment, quand on a tous les droits, ben, on a toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. Alors, si on se dirige du côté de la mise en marché, du marketing, donc toi, tu disais que tu consacrais tes après-midi à ces tâches-là. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est un mal nécessaire ou est-ce que tu y trouves un certain plaisir? Ça dépend des moments. Des fois, quand j'aimerais bien passer la journée à écrire, bah, c'est un mal nécessaire. Et puis, à d'autres moments, ben, il y a des aspects que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup écrire la newsletter pour les lecteurs. J'aime beaucoup... Ça dépend. Ça dépend parce que le marketing peut se déployer en plein de choses différentes. Et je ne sais pas, quand tu utilises marketing, qu'est-ce que tu sous-entends dedans? Par exemple, est-ce que tu prends les formations aussi? Parce que je me forme beaucoup. Donc, je prends du temps à lire, à payer. Je paye aussi des formations en ligne pour m'améliorer. Donc, Ouais, ben, je pense, ben, s'améliorer comme auteur, je pense que c'est plus au niveau de l'art ou des habiletés. Marketing, je pense que c'est plus au niveau de la visibilité. Donc, tous les efforts de visibilité qu'on fait pour faire voir le livre. Donc, moi, par des exemple, stratégies. les formations en pub Amazon ou en pub Facebook, Ouais. tu vois, quand je parle de formation, c'est plus là-dedans. OK. Donc là, oui, je passe aussi pas mal de temps là-dessus. Donc, il y a des choses que j'aime bien, d'autres moins, notamment quand il faut calculer des algorithmes, des chiffres ou la comptabilité. Je n'aime pas spécialement passer du temps dessus. Mais oui, sinon, en termes de marketing, en fait, le mot marketing, j'ai l'impression que c'est un gros mot, non? Ouais, c'est un peu, en fait, on l'associe avec les messieurs en costume, cravate, pas trop, un peu brun, un peu bizarre. Mais tu dirais, donc, tu te formes pour la pub. Quel pourcentage de ton temps, mettons, sur un mois ou sur une année, tu passes en formation? Ça dépend, hein, ça dépend vraiment. Quand il y a une grosse formation qui sort, bah alors là, je bloque tous mes après-midi dessus et après, pendant des mois, je n'ai plus de formation. Tu vois, ça dépend vraiment beaucoup. Mais se former est vraiment très important. C'est un incontournable pour moi parce que à la base, je suis pas du tout, j'ai pas suivi d'études commerciales. Je suis plutôt des études littéraires. Et donc, il m'a fallu apprendre beaucoup de choses. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui évoluent, des plateformes qui se créent, des nouvelles. Amazon Advertising, par exemple, ça fait qu'un peu plus d'un an qu'on a l'occasion d'aller dessus. Et à chaque fois, il y a des nouveaux outils qui apparaissent. Donc, tu es obligé de te mettre à jour. Et donc, ça dépend un petit peu de toutes ces nouveautés. Mais oui, je passe au moins la moitié de mon temps, moitié écriture, moitié formation plus marketing. Puis, ce serait quoi tes outils de promotion principaux, là? Ceux que tu préfères, ceux que tu emploies le plus régulièrement au niveau des réseaux sociaux? Tu parlais d'une newsletter, donc la pub payante. Est-ce que tu fais des salons? Qu'est-ce qui s'ajoute à ça? Alors là, tu as cité mes principaux canaux de communication. Mais sinon, les salons, j'aimerais bien. Mais avec le Covid, ça a été un petit peu embêtant. Mais oui, normalement, au mois de novembre, je serai à Mons. Et en avril, j'espère être au Salon du Livre de Paris. Et c'est en effet un moyen de se faire connaître, de rencontrer les lecteurs. Et ça, j'aimerais beaucoup développer. Puis donc ta newsletter, c'est une fois par mois ou plus fréquent? Ou pas Disons fréquent du tout? améliorer ma régularité. OK. Mais non, je sais plus qu'une fois par mois. OK. Des fois, c'est une fois par semaine, ça dépend. Par exemple, là, comme j'avais fait l'intégrale, j'ai envoyé régulièrement des mails pour faire découvrir les illustrations en exclusivité et aussi pour poser des questions. Est-ce que vous préférez plutôt ceci ou ceci? Et donc, j'avais besoin d'envoyer de manière plus régulière les mails pour avoir les réponses. Mais sinon, quand j'ai rien à dire, j'évite d'envoyer un mail juste pour rien dire, quoi. Ouais, puis sur les réseaux sociaux, là, bon, on disait justement, tu es sur le groupe des plumes sur Facebook. Donc, j'imagine que tu as une page pro. Oui. Comment tu abordes Facebook? J'ai une page à des martels sur Facebook. Mais sinon, voilà, il y a le groupe des plumes où je passe de temps en temps, mais je
Je suis pas énormément sur Facebook. Parfois, tu vois, je participe à des groupes de lecture parce que moi aussi, j'aime bien de temps en temps avoir des nouvelles suggestions, mais j'ai pas énormément de temps pour flâner parce que je dois vraiment faire des sélections sur mon temps. Et en plus, les notifications Facebook, je trouve qu'elles apparaissent pas bien parce que je passe à côté de plein de choses. Instagram est plus pratique pour ça. Et oui, sinon, j'ai mon site internet admartel.com où là, vraiment, on est sûr de rien louper puisque je mets toutes mes news et tout ça. Par des articles de blog ou... Oui, alors j'ai mon site internet de base, donc par exemple, où quand j'ai lancé l'intégrale, j'ai fait une page spéciale avec les offres. Mais sinon, j'ai aussi une petite partie blog où notamment, là dernièrement, j'ai publié un article pour montrer comment pas à pas on est arrivé au rendu final d'une illustration avec l'illustrateur. Parce que c'est vrai que le dessous des cartes, on le voit pas souvent. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ou par exemple, l'enquête que tu connais sur les revenus des auto-édités que j'ai publié également sur mon blog. Oui, on va y revenir dans quelques minutes. Donc, donc là, tu parlais d'Instagram aussi. C'est quel de ces outils serait pour toi le plus avantageux pour garder contact avec tes lecteurs? C'est lequel qui fonctionne le mieux pour être en Ça, dé- contact avec eux? Ça dépend parce que j'ai des lecteurs qui sont que sur l'un ou sur l'autre. Donc, les deux sont importants finalement, Hmm. même si des fois j'ai l'impression qu'il y a plus de participation sur Instagram. Mais alors, si des auteurs nous écoutent, je pense que le plus important, c'est de soigner sa newsletter parce que voilà, quand il y a eu l'énorme bug là, il y avait Instagram, Facebook et WhatsApp qui étaient complètement HS. Ouais. Avec la newsletter, vous avez les mails de vos lecteurs. Donc, au moins, si tout plante, vous savez comment les contacter et eux savent comment vous contacter également. Puis pour attirer les gens du côté obscur de ta newsletter, est-ce que tu leur offres un bonbon, un bonus, quelque chose ou c'est vraiment des Oui, signatures volontaires? Non, les abonnés de la newsletter ont des nouvelles exclusives liées Hmm. aux histoires des personnages. Par exemple, pour Le Secret du Faucon, il y a 2 personnages qu'on aime beaucoup et j'explique dans le passé comment ils se sont rencontrés. Hmm. Et sinon, il y a tout plein d'exclusivités. Par exemple, là, les illustrations de l'intégrale, il y en a plein qui n'ont été découvertes que par les abonnés de la newsletter. Où je demande de participer pour le choix des couvertures. Par exemple, là, ma romance de Noël, je l'ai relookée et je leur ai demandé de choisir la couverture. Et donc, je fais vraiment participer. Ou, par exemple, pour encore Le Secret du Faucon, je leur ai demandé de choisir le personnage qu'ils ne voulaient pas voir mourir. C'est terrible, c'est horrible comme choix. Oui, surtout que je n'ai pas précisé si c'était pour le tuer ou le garder en vie. Non. C'est sadique. Mais bon, il faut avoir une petite touche de sadisme pour être auteur, je pense. Oui, oui. Donc, si tu devais garder une seule action promotionnelle, ce serait ta newsletter, visiblement, vu la stabilité de l'outil. Ça dépend. Disons que pour continuer à rester en contact avec ceux qui me connaissent, la newsletter, c'est mieux. Mais si tu te restreins à la newsletter, tu peux pas découvrir un autre public. Oui, c'est vrai. Donc, de toucher un peu à tout, Oui, découvrir les plateformes sur lesquelles on est le plus à l'aise, puis voilà, c'est garder 2 ou 3 champions. exactement. J'aimerais bien, par exemple, aller sur TikTok, mais clairement, j'ai pas le temps en ce moment de faire des vidéos ni Hmm. rien. Donc, j'ai laissé tomber. J'avais commencé un peu YouTube, mais les vidéos prennent trop de temps. Et donc, il vaut mieux se concentrer sur 1 ou 2 plateformes où tu peux être et être pleinement, te consacrer pleinement, plutôt que de t'éparpiller et de faire un post tous les mois. Ça ne sert à rien. Ouais, exact. Et puis là, tantôt, tu nous as glissé un mot pour l'étude que tu as faite. Donc, on va plonger un peu plus en détail là-dedans. Donc, tu as vraiment fait un sondage d'une grande magnitude auprès de la communauté en ligne des auteurs indépendants. Donc, tu le dis dans les résultats de l'étude que ça a été vraiment ton réseau et tes contacts. Donc, ça peut ne pas être représentatif, mais je pense que c'est quand même un gros échantillon au niveau des auteurs de romance puis de fantasy. Oui. À tout le moins, là. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de la démarche derrière ce sondage? Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait? Oui. Donc en fait, déjà, pour reprendre un peu la genèse du projet, donc j'ai lancé
un sondage Google Form en début de l'année 2021 où tous les auteurs auto-édités pouvaient participer. Donc ça, de manière totalement anonyme et sur base déclarative. Donc, je n'ai pas demandé de preuves pour vérifier les revenus. Hein. Donc, tout ce qui a été écrit, c'est sur la bonne foi de la personne. Et au total, il y a 130 personnes qui ont répondu. Donc voilà, ça fait un petit échantillon, mais c'était intéressant de voir les résultats. Et je les interrogeais sur leurs revenus 2019 et 2021. Mais en plus de tout ça, je leur ai posé plein de questions, comme le nombre de livres qu'ils ont publiés, le budget qu'ils ont alloué à la promotion. Et au début, j'ai essayé un petit peu de comparer avec les chiffres de l'édition traditionnelle, vraiment pour voir où est-ce qu'on se situait. Et le but de cette étude, c'était déjà, pour nous, auteurs auto-édités, voir un petit peu ce qui existait. Parce que comme à ma connaissance, donc peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'enquête précédente qui a repris tout ça. Et voilà, est-ce qu'on est nombreux déjà en auto-édition? Bon, ça, oui, ça, on est sûr. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vivent de leur plume ou est-ce qu'il y a vraiment que des exceptions? Et je pense que voilà, j'étais curieuse et en même temps, je voulais montrer que, parce que je me doutais un petit peu déjà des résultats, je voulais montrer que oui, c'était possible et que les auteurs auto-édités étaient des professionnels et que oui, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense qui ne vivent de leur plume. Oui, puis tu as comparé à une autre étude qui a été faite du côté anglophone que j'avais vu passer au moment où elle est sortie aussi, donc dans un des groupes principalement américain, mais je pense qu'il y a tout, il y a une bonne, c'est international comme groupe, là, le groupe 20 Books to 50K. Donc, puis, est-ce que tu dirais que les chiffres sont un peu en miroir de cette étude-là? Est-ce qu'on est semblable au milieu anglophone ou tu as vu des disparités? Ben, là, ici, il n'y avait que les revenus. Donc, pour le reste de l'étude, je ne sais pas comparer. Mais moi, j'ai l'impression, oui, que ça ressemble très fort. Sauf que dans le milieu anglophone, ben, ils gagnent plus, beaucoup plus, puisque déjà, il y a plus de lecteurs. Et il y a aussi plus de gens qui gagnent moins, puisqu'il y a beaucoup plus d'auteurs. Mais sinon, oui, c'est ça. Eux aussi, il y en a qui vivent super bien. Et ils rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes challenges que nous. Donc, c'est très intéressant. Quelle a été la donnée qui t'a le plus surprise? Est-ce qu'il y a un chiffre qui est ressorti auquel tu ne t'attendais pas? Donc, de manière générale, je m'attendais un petit peu à tout ce que j'allais voir, même si ça relevait aussi de l'espoir. J'espérais voir tout ça. Et il y a peut-être deux petites choses. Donc, un menu détail, donc c'était la distribution Bookielist. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'auteurs qui passent par là. Et l'autre point qui m'a un petit peu étonnée, c'est de voir parfois la disparité en fait qu'il y a au terme des chiffres d'affaires et, et du prix de vente du livre. Je sais pas si je m'exprime bien, mais par exemple, il y a des auteurs qui pourraient avoir un chiffre d'affaires encore plus grand, mais que comme ils décident à la sortie de leur e-book de le faire à 99 cents ou 99 cents pour les Français qui nous écoutent, mais finalement leur chiffre d'affaires descend beaucoup, mais ils ont un nombre de ventes qui explose, tu vois? Ouais, donc tu penses que ces auteurs-là auraient potentiellement le même nombre de ventes en étant un petit peu plus à un prix un peu plus élevé, donc il n'y aurait pas de perte au niveau du volume, mais qu'il y aurait un gain en chiffre d'affaires. Donc, Oui, et en fait, ce qui m'a surprise, c'est de voir la disparité qu'il y a dans les stratégies des auteurs, tu vois? Il y a ceux qui laissent à un prix élevé, enfin élevé entre guillemets, si tu compares à 1 euro, hein, c'est quand tu le mets à 6 euros et que c'est 1 euro, 6 euros c'est élevé, oui, et qui arrivent vraiment à vendre, mais ils en vendent peut-être 2 fois moins que celui qui le vend à 1 euro, tu vois? ouais. Et alors, le premier, enfin celui qui vend à 1 euro, c'est un best-seller parce que voilà, il en vend des milliers, des dizaines de milliers. Mais en termes de chiffre d'affaires et de qualité de vie et de revenus, bah, Mhm. c'est très différent. Et voilà, même dans les autres sortes de stratégies, avec ceux qui font la publication de un roman par mois, mais qui mettent à fond la pub dessus, ou qui mettent 10 romans sur l'année avec un peu moins de pub dessus. Mais tout ça, ça m'a surprise parce qu'il n'y a pas une stratégie pour y arriver. Ouais. Mais tu vois, on parlait de prix, puis moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment dans ma propre
entreprise, disons-le, où est-ce que je vendais plus de volume de ma série de science-fiction, puis je vendais moins de livres en fantasy. Sauf que ma série de science-fiction, ça a été la première que j'ai publiée. Donc, elle est par tome, elle est 1 € de moins que le prix que j'ai fixé pour ma série de fantasy. Puis en comparant, donc oui, je vends moins de fantasy, mais la fantasy compte pour comme 60% de mes revenus. Donc, Oui, même si j'en vends moins, j'en gagne plus. Donc, oui. donc à ce niveau-là, tu sais, des fois, je pense qu'on a peur d'exiger le prix réel de notre travail, donc de ce qu'on a mis en frais de temps puis d'effort pour nos livres. On est gêné, on peut parfois être gêné ou on veut pas rebuter les lecteurs à petit budget. Sauf qu'au final, c'est 1 € de plus. Comme tu dis, c'est une augmentation de prix de 25%, mais pour le lecteur, ça ne ferait pas une si grosse différence, mais nous, ça ferait une différence à notre chiffre Ah d'affaires. oui. Oui, 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 une énorme différence, oui. Ouais. Quelles ont été les données qui sont vraiment venues confirmer pour toi que c'était possible pour les auteurs indépendants d'en vivre de leur écriture? Bah déjà, clairement, quand on regarde le chiffre d'affaires, mais alors voilà, là, ce que j'ai voulu faire, c'est comparer le chiffre d'affaires, donc je présente ça au début, mais en même temps avec le bénéfice brut et le bénéfice net. Donc, c'est-à-dire qu'on a le chiffre d'affaires quand c'est la somme de toutes les ventes, mais dedans, il faut retirer plein d'éléments comme le coût d'impression des livres, le coût de l'illustrateur, etc. Et alors, on a le bénéfice net, où là, c'est vraiment le revenu après imposition. Donc, c'était intéressant de voir que même quand on est en termes de bénéfice net, ben, ça fait un très beau salaire. Donc ça, c'était chouette. Et en même temps, la partie promotion, où tu as des auteurs qui dépensent plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, montre que ben, ils ont dû se former et que ce sont des professionnels. C'est pas des gens qui s'amusent juste comme ça à dépenser des sous sans savoir quoi faire. Donc, il y a une professionnalisation du milieu et ça marche. Et ça, j'étais vraiment contente de le voir. Puis, pour les auteurs indépendants donc, qui vont aller lire là, l'article, parce qu'on va mettre le lien vers ton blog dans les notes de l'épisode. Donc, ça devrait être quoi la grande leçon à tirer pour les auteurs indépendants? Est-ce que c'est justement de se professionnaliser pour aller se former en visibilité, en mise en marché, en pub payante? Est-ce que ça devrait être des stratégies, comme tu disais, qu'il y en a où est-ce qu'ils vont publier, faire des sprints promotionnels ou qu'est-ce qu'on devrait aller chercher de cette étude-là pour nos carrières personnelles, Bah, individuelles? ouais. Bah, déjà, l'enquête montre qu'il n'y a pas une bonne formule. Il y a plein de stratégies différentes. Mais dans ce cas-là, il faut s'attacher à une et la poursuivre. S'il y a bien un élément qui ressort de l'enquête, peut-être que là, ça pourrait être un conseil pour les auto-édités, c'est que Amazon est quand même incontournable quand on veut réussir à vivre sa vie avec ses romans. Les auteurs qui n'allaient que en salon et qui ne vendaient pas sur le net, il n'y en a aucun qui, surtout en moment de Covid, qui a réussi à se dégager un salaire avec ça. Donc Amazon a l'air d'être un incontournable, mais ça ne signifie pas que ce sera toujours le cas par la suite. On a Kobo qui grimpe. Si j'ai entendu aux infos, il y a les supermarchés Cora ou je ne sais plus, enfin une grande chaîne qui va aussi lancer sa plateforme de numérique en ligne en invitant les auteurs à se publier dessus. Donc il faut rester à la page, mais il faut choisir sa stratégie et ce qu'il faut, c'est être professionnel. Donc, les formations, ça coûte cher, mais il y a énormément de possibilités de se former gratuitement en ligne, hein. Par exemple, on parlait de Jupiter Phaeton. En ce moment, elle propose des webinaires, pas toutes les semaines, mais au moins 1 ou 2 par mois, où on peut se connecter et voir gratuitement. Donc voilà, il y a possibilité de se former comme ça. Et alors, surtout, de proposer des livres de qualité. Ça, je n'en ai pas parlé dans l'enquête, mais la couverture doit être professionnelle, il faut que le livre soit sans faute, et petit à petit, on s'accroche une communauté de lecteurs, et, voilà, c'est plus, tu vois, une logique avec plein d'éléments à prendre en compte, plutôt que de se dire, je dois absolument faire des pubs Amazon, je dois absolument... Non, la publicité payante, je pense que ça vient après, quand on est sûr d'avoir une bonne base. Oui, ouais, c'est vrai. Puis ça, c'était un bon exemple pour ça. Je pense que si les gens veulent aller voir ton catalogue, parce que
tes séries, tu as vraiment des belles couvertures qui sont ou qu'on reconnaît d'un tome à l'autre. Donc, c'est super facile d'identifier tes séries, que ce soit Les Larmes de Sahel ou Le Faucon. Donc, je veux dire, tu as une signature visuelle, puis comme tu dis, des couvertures professionnelles, puis c'est vraiment d'avoir un produit de qualité avant, avant de tirer dans toutes les directions. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est mieux d'avoir une stratégie, mais chacun peut avoir des stratégies différentes. Voilà, il n'y a pas une recette miracle. Oui, oui. Donc, en conclusion, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un écrivain débutant, donc quelqu'un qui se lance? Qu'il faut s'accrocher et qu'il faut tester soi-même. Parce que on va avoir plein de formateurs différents qui vont conseiller ceci, cela. Mais voilà, tout ne fonctionne pas pour soi. Et alors, mon plus grand conseil, en fait, c'est de rester naturel, de rester soi-même et de faire des choses pour lesquelles on est à l'aise. Si on n'est pas à l'aise, par exemple, de faire des communications en prenant plein de photos de soi et à les poster sur Facebook, il faut pas le faire. Il faut vraiment rester à l'aise et suivre qui on est vraiment. Se présenter un autre personnage, par exemple, ça ne sert à rien non plus. Donc voilà. Et il faut vraiment réfléchir à notre but quand on devient auteur auto-édité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a le temps pour ça? Est-ce qu'on va aimer ça? Et une fois qu'on a la réponse, il faut tout donner. Il va y avoir énormément d'échecs, mais c'est grâce à ces échecs qu'on apprend et on se relève toujours et on grimpe et on grimpe et on grimpe. Par contre, si au premier échec, on laisse tomber, bah oui, on n'y arrivera jamais. Mais voilà, il faut pas abandonner et on a la preuve que ça, notamment via l'étude, que c'est pas un ou deux auteurs qui réussissent. Là, je crois qu'il y a vraiment une quinzaine qui ont des super chiffres d'affaires. Et 15 sur une centaine d'auteurs interrogés, bah, c'est déjà pas mal. Donc imaginez la réalité que ça peut être. Oui, donc c'est la persévérance qui nous aide à se démarquer du peloton pour arriver dans ce 15%, 25% Oui. mythique, donc qui en vivent très, très bien. Ben, merci pour ces bons mots. C'est très encourageant. C'est un beau tableau que tu nous brosses. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne, site web, réseaux sociaux, boutique? Mais déjà, merci à toi, Mélanie, de m'avoir donné cette opportunité de discuter. Et alors, pour me trouver, ben voilà, il suffit de taper AD Martel sur Facebook, sur YouTube, Instagram. Et sinon, j'ai mon site internet, www.admartel.com. Et alors, si les personnes qui nous écoutent ont des questions, il ne faut vraiment pas hésiter parce que je réponds systématiquement. Il n'y a pas de gêne à avoir ni rien. Et je reste dans l'idée qu'on doit être une communauté qui se soutient et qu'on doit partager nos expériences et que ça ne peut que nous aider. Il n'y a pas tellement de concurrence puisqu'un lecteur, il va lire plein de romans différents. Donc vraiment, si on veut être heureux dans notre vie et tout ça, autant donner plein d'ondes positives et voilà, et garder le sourire, garder le courage et se lancer. Oui, merci. Merci pour ces sages paroles. C'est vrai on est tous ensemble dans cette course. Donc, on court ensemble et non les uns contre les autres. Exactement. Alors, je te souhaite une belle journée et encore merci. Merci à toi aussi. Merci à Desmartel pour cette belle entrevue. Très intéressant, je veux dire, comme toi, elle a un beau parcours, puis beaucoup de parutions, hein? Oui, oui, elle a vraiment tenu le rythme, puis elle a été régulière dans sa production. Puis je pense que c'est peut-être une partie du succès, donc de bâtir son momentum, une vitesse de croisière, garder l'intérêt des lecteurs, rester à leur esprit. Donc, d'une sortie à l'autre, c'est sûr que ça facilite beaucoup, beaucoup les communications parce qu'on n'a pas besoin de rafraîchir la mémoire de nos lecteurs. Pour leur rappeler qui on est. Exact. Ils se rappellent de nous. Dis-moi, qu'as-tu pensé des... Je sais que tu as pris la peine de lire le résultat de l'étude qu'elle a fait sur l'espèce d'enquête salariale, là, si on veut, des auteurs indépendants. Donc, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui t'ont surprise? Euh, non, je pense que ça
confirmé. Ben, oui, en fait, j'étais surprise de voir la variété des salaires. J'étais heureuse de voir qu'il y avait des gens dans les échelons supérieurs. Mhm. Donc, ça donne de l'espoir. Mais j'étais plus ou moins surprise parce que j'avais vu l'étude équivalente, donc qui avait été faite dans le groupe 20 Books to 50K, Mhm. où est-ce qu'on voyait vraiment le gros du peloton et dans les échelles inférieures, donc un moins de 5 000 ou 5 000 euros par année. Mais c'est encourageant de voir qu'il y en a qui sont dans les 50 000, 100 000 et plus pour dire que, donc, que tu peux en vivre, mais en vivre très confortablement, là, on Mhm. s'entend. Effectivement, moi, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait un beau parallèle à faire avec justement l'autre étude. Euh, Puis c'est fou de voir la quantité de personnes qui sont dans l'échelon le plus bas une année. Je parle de l'étude d'Adé Martel, mais qui, l'année d'après, on voit que l'échelon le plus bas a baissé, puis le deuxième échelon a monté. Fait qu'on peut considérer que possiblement que les personnes d'une année à l'autre se sont un peu avancées, même si je sais qu'elle expliquait dans les résultats que ce n'était pas nécessairement vrai que tout le monde avait sauté d'un échelon, mais on voit que la répartition est un peu différente. Fait que c'est encourageant. On peut se dire que peut-être la première année, quand on lance un premier roman, nos résultats peuvent être faibles et que l'année d'après, ça peut augmenter, ça peut prendre une espèce d'air d'aller, un rythme de croisière plus intéressant. Donc, encourageant pour tous ceux qui débutent, je pense. En tout cas, moi, ça m'encourage. Oui, je pense faut faire peur de persévérance. Puis comme elle disait, de prendre une stratégie et s'y tenir. Et s'y tenir plus qu'une année, nécessairement. Puis je pense que tu as été dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu pourras confirmer, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas profitables avant la 5e année. Donc, même dans le domaine, dans les secteurs plus traditionnels de, de production, ça prend quelques années avant de voir des résultats. Oui, ça prend un temps avant de se faire connaître, surtout si on n'a pas toute la machine marketing derrière nous. Puis, il faut dire aussi que, bon, je regardais, j'ai fait ma curieuse parce que je l'écoutais parler de ses livres, puis moi, je ne la connaissais pas. Puis, j'étais là, ça m'intéresse peut-être ces livres-là. Donc, je suis allée fouiner un peu sur les réseaux et j'ai vu justement sa série Les larmes de Sahel, qui avait vraiment beaucoup de commentaires, beaucoup d'avis de lecteurs sur sa page Amazon, par exemple. Et ça prend un certain temps avant d'accumuler des commentaires de lecteurs. Et c'est sûr que quand on sort un livre, ce n'est pas dans les 2 premiers mois, quand on est première parution, qu'on va avoir tous ces commentaires-là. Et c'est ces commentaires-là qui vont motiver les futurs lecteurs à les acheter. Donc, ouais, je pense que la morale de l'histoire, c'est de se rappeler qu'il faut être patient. Il faut persévérer, pas abandonner après la première sortie parce que les résultats sont plus ou moins forts. Oui. Puis je trouvais ça intéressant aussi qu'elle s'attarde au prix de vente des livres. Puis, puis donc, de pas nécessairement, tu sais, que oui, d'un prix plus bas va nous donner un volume plus intéressant, mais qu'au final, je dirais, est-ce qu'on veut un volume de vente ou est-ce qu'on veut un chèque de royauté à la fin du mois pour payer notre train de vie? Puis, tu vois, je trouvais ça d'autant plus pertinent parce que je pense on peut utiliser le prix dans une stratégie plus vaste. Comme tu vois, en ce moment, je fais une promotion gratuite sur le premier tome d'une de mes séries. Donc, c'est du 4 au 8. Donc, quand l'épisode va sortir, ça va toucher à sa fin, là. Donc, Gemellus, le premier tome de ma série de science-fiction, est gratuit en ce moment. Mais c'est parce que le livre a 2 ans. Puis, il y a un tome 2 puis un tome 3. Donc tu sais, par contre, ça vient me positionner bien en vue dans la boutique. Donc, l'un dans l'autre, je pense on peut jouer avec les prix pour avoir une belle visibilité, mais sinon, il ne faut pas non plus se brader tellement bas qu'on n'arrive pas à en vivre parce qu'on ramasse juste des miettes. Ben, c'est une stratégie de promotion qui vaut autant que d'autres stratégies de promotion, tu sais, d'offrir le premier tome plus bas ou gratuitement pendant un certain temps pour ensuite espérer que les gens aient assez aimé ça pour acheter les tomes suivants. Donc, effectivement, c'est sûr que si on a un seul livre, c'est peut-être pas la meilleure stratégie à faire de le mettre gratuit parce que on ne pourra pas rentabiliser plus tard sur d'autres livres, mais c'est ça. Encore une fois, être patient, peut-être attendre d'avoir sorti sa série au complet avant d'embarquer dans ce genre de promotion-là.
Mais ouais, c'est ça. Chacun sa vision là-dessus. Il y a des gens pour qui peut-être que leur but, c'est pas nécessairement de faire le plus d'argent, mais c'est d'être lu par le plus grand nombre de personnes. Donc, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas faire une stratégie de vente à bas prix ou de vente gratuite. C'est pas vraiment une vente, mais en tout cas, on se comprend. Mais ouais, c'est ça. Je trouve ça super intéressant. Puis je trouve ça bien de voir aussi l'espèce d'étalage là, de participants à son sondage. Là. Donc, plusieurs personnes, oui, mais de plusieurs régions du monde aussi. Donc, ça montre que la littérature francophone peut se retrouver sur différents continents, dans différents pays. Et ça, je trouve ça super encourageant. Oui, ça veut dire qu'on peut pas. Des fois, en tout cas, moi, personnellement, des fois, j'ai l'impression que j'ai épuisé le bassin de lecteurs. Puis tu te dis qu'il n'y a, pas d'autres possibilités d'expansion. Il n'y a plus personne qui va acheter mon livre. J'ai fait le tour